Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bonjour, bon Bienvenidos après-midi a à la toutes et à primera tous. Bienvenue à la première conférence de presse de 2022 de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, sur la pandémie du COVID-19 dans les Amériques. Je suis Luciana Vegas. Je suis communicatrice et aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2022. Comme toutes les séances précédentes, nous avons l'interprétation vers le portugais, l'anglais et l'espagnol et le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Et vous pouvez poser vos questions en cliquant sur Q et A. Et nous avons reçu déjà quelques questions par courriel. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous mettra à jour au sujet de la situation du COVID-19 et les avancées de Omicron dans les Amériques. Avec le docteur Etienne, nous avons le docteur Jardas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour la COVID-19. Je passe la parole maintenant au docteur Etienne pour son discours d'ouverture et ses remarques préliminaires. Merci et bonjour. Laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et merci de nous rejoindre pour notre première conférence de presse de l'année 2022. Depuis le début de cette pandémie, près de 300 millions de gens dans le monde entier ont été infectés par la COVID-19. Et ce virus a accéléré au cours des fêtes de fin d'année, atteignant des niveaux de transmission inédits pendant cette pandémie. Ces dernières semaines, les infections par la COVID ont pratiquement doublé dans la région des Amériques, passant de 3,4 millions au 1er janvier à 6 100 000 au 8 janvier. Si l'on voulait comparer avec les chiffres de l'an dernier, pendant la semaine qui se finissait le 8 janvier 2021, le continent américain a signalé un total de 2 400 000 cas, tandis que cette année, à la même date, on comptait 6 millions de cas signalés, ce qui représentait une augmentation de 250% d'une année sur l'autre. Les infections s'accélèrent dans tous les coins des Amériques et une fois de plus, nos systèmes de santé sont mis à l'épreuve dans la mesure où les secteurs de réanimation et le nombre des hospitalisations sont surchargés et le nombre d'hospitalisations est en croissance. Cependant, grâce au pouvoir protecteur des vaccins, les décès dus à la COVID ne sont pas montés. Les États-Unis signalent la plupart des nouveaux cas, surtout dans les États à l'Est et dans le Midwest. Au Canada, les cas accélèrent également dans les provinces les plus orientales. Dans les Caraïbes, Porto Rico et la République dominicaine signalent le plus grand nombre de nouvelles infections, même si d'autres îles comme la Jamaïque, Aruba, Curaçao et la Martinique connaissent également des augmentations significatives de leurs cas de COVID. Dans le même temps, le Belize et le Panama ont signalé une forte incidence de la COVID en Amérique centrale. Plus au sud, la Bolivie, l'Équateur, le Pérou et le Brésil connaissent des augmentations significatives de nouveaux cas. Les hospitalisations dues à la COVID sont en augmentation dans tout le Brésil, surtout dans les États densément peuplés, dans la région centrale et orientale du pays. En Argentine et au Paraguay, les infections par la COVID ont augmenté d'environ 300% cette dernière semaine. Aujourd'hui, bien entendu, tous les regards sont tournés vers Omicron qui à peu près atteint chaque pays dans le monde, 42 pays et territoires de toutes les régions des Amériques, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et des Caraïbes ont déjà détecté le variant Omicron. Vu que certains pays connaissent déjà une transmission communautaire élargie avec
Omicron, plus que par d'autres variants, avec une propension à une transmission aérienne dans des espaces fermés. Et tandis que Delta cause de nouvelles infections dans les Amériques, si on se base sur les tendances actuelles, Omicron va devenir la souche dominante dans notre région. Cela a amené également une augmentation des réinfections, même chez ceux qui ont un schéma vaccinal complet. Cette nouvelle vague d'infection ne va pas être bénigne pour nos systèmes de santé, vu que le variant Omicron menace déjà nos professionnels de santé et limite un petit peu l'attention qui est portée aux autres maladies. Dans les petits États insulaires, certains hôpitaux ont déjà été touchés par les cas du variant Delta et maintenant, de plus en plus d'hôpitaux doivent affronter la probabilité d'être submergés par les nouveaux cas. Une des caractéristiques du variant Omicron semble être des symptômes plus bénins. Ceci dit, les cas peuvent être quand même plus importants et la gravité peut être plus importante, surtout chez les gens qui sont immunocompromis et non vaccinés. Donc, il faut agir maintenant et recourir aux outils qui sont à notre disposition. Donc, donner la priorité aux individus symptomatiques pour les tests et faire un usage rationnel des ressources, ce qui est critique pour traiter les infections rapidement et maintenir et renforcer les mesures de santé publique. Et ce sont des mesures fondamentales pour ralentir la transmission. Les tests PCR et antigéniques qui sont recommandés par l'OPS continuent à être efficaces pour détecter le variant Omicron. Les pays de la région Amérique doivent continuer à recourir aux protocoles existants en faisant un usage rationnel des tests. Le fonds stratégique de l'OPS rend des tests contre la COVID disponibles à bon marché, donc les pays devraient en profiter. Les vaccins sont particulièrement importants à cette époque où l'Omicron progresse beaucoup. Les pays dans les Amériques travaillent de façon diligente pour garantir les vaccins pour protéger leur population. Grâce à ces efforts, près de 60% des populations latino-américaines et caribéennes ont été vaccinées avec 2 doses. Dans de nombreux pays dans notre région, comme le Chili, Cuba et l'Argentine, les taux de couverture sont parmi les plus élevés au monde. Les vaccins contribuent à sauver des vies et étendre l'équité vaccinale partout reste notre priorité. Le groupe des experts de l'OMS, le SAGE, appelle également à développer des stratégies de vaccination optimisées pour prévenir des manifestations graves de la maladie, y compris l'usage de doses de rappel. Cela s'applique aux gens qui sont menacés de complications et aux professionnels de santé qui sont plus exposés au virus. Il nous faut continuer à protéger ces professionnels de santé. La capacité de notre région à répondre et à en finir avec cette pandémie dépend des femmes et des hommes qui travaillent dans nos centres de soins primaires, dans nos cliniques et dans nos hôpitaux. Comme vu que les professionnels de santé partout doivent recevoir l'afflux de nouveaux cas qui demandent des soins immédiats, nous pouvons nous assurer qu'ils sont protégés contre les pires conséquences de ce virus. Là où des vaccins sont disponibles, les professionnels de santé doivent être prioritaires pour recevoir cette dose de rappel. Ces doses de rappel sont sûres et efficaces et contribuent à renforcer la capacité de ces professionnels de santé de résister au virus, surtout dans cette période d'augmentation des infections. 39 pays et territoires de la région des Amériques déploient cette campagne de doses de rappel pour garantir que leur population, y compris leurs professionnels de santé, reste protégée. Mais protéger nos professionnels de santé, ça ne s'arrête pas là. Nous exhortons les pays à garantir qu'ils détiennent les équipements de protection nécessaires pour que les professionnels de santé puissent travailler tranquillement. Avec un virus aussi transmissible que celui-ci, des masques adaptés et efficaces nous permettent de rester tous en sécurité. Donc nous
exhortons nos pays à fournir à leurs professionnels de la santé un équipement de protection individuelle recommandé par l'OPS et l'OMS avec un pouvoir de filtration des plus élevés. Tandis que la COVID continue à se répandre dans notre région, nous voudrions rappeler à chacun et à chacune que notre objectif a toujours été celui de protéger chacune et chacun des symptômes les plus sévères afin que nous puissions sauver des vies et éviter les décès à cause de la COVID. Sauver des vies est toujours notre priorité maximale. Une fois de plus, nous devons ralentir les nouvelles infections pour ne pas risquer de submerger nos systèmes de santé. Les gouvernements doivent agir basés sur les preuves scientifiques afin de limiter les nouvelles infections. Et nous portons toutes une responsabilité personnelle de nous protéger les uns les autres en suivant, en respectant les mesures de santé publique comme le port du masque, la distanciation sociale et éviter de se rassembler dans des endroits fermés et en se faisant vacciner quand c'est notre tour, en n'oubliant pas de se faire tester si on pense qu'on a été infecté. Nos actions collectives ont le pouvoir de changer le cours de ce virus, qu'il s'agisse d'une lutte pour l'équité vaccinale, le soutien à nos professionnels de santé ou faire notre rôle pour réduire le risque de transmission, la solidarité sera notre pierre angulaire pour sortir de cette pandémie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous commençons par les questions générales que nous avons reçues de la part de certains médias à l'orée de 2022 et quelles sont les priorités de l'OPS pour l'année, Dr. Etienne. Bon, d'abord, je vous remercie pour cette question. Pour 2022, nos priorités sont essayer de conserver les victoires que nous avons remportées contre la COVID-19 ces 2 dernières années, en aidant par exemple nos pays à développer leur capacité de résister aux flambées d'épidémies pour traiter leurs patients et à continuer à développer leur campagne de vaccination. Ces 2 axes ont montré qu'ils permettaient de réduire la mortalité dans la région. Et notre défi maintenant est de gérer la situation, le changement de situation qui est rapide de la COVID-19. Nous devons défendre le maintien de la discipline des mesures sociales de santé publique importantes qui ont contribué à limiter les transmissions. Donc, il faut continuer à recommander des masques bien adaptés, la distanciation physique, la ventilation des espaces en intérieur, éviter les espaces trop fréquentés, surtout pendant les fêtes ou des commémorations, et sans oublier l'hygiène des mains. Cela va contribuer à réduire la transmission du SARS-CoV-2, y compris de son variant Omicron. À cause de l'émergence de nouveaux variants, vu que l'émergence de nouveaux variants est un facteur clé, il nous faut aussi affiner nos systèmes de surveillance du virus et leur donner les moyens de pouvoir signaler au niveau régional et mondial toutes les nouveautés. Un de ces outils étant le JSE-Aid. Autre défi, préparer nos systèmes de santé primaire, de gérer et de distribuer tout médicament ou traitement qui pourrait devenir disponible dans nos pays. Bien entendu, il est important de continuer et d'intensifier nos programmes de vaccination qui ont bien fonctionné afin d'atteindre au moins 110% ou plus, et je l'espère, de nos populations éligibles avec une mise en place rationnelle des protocoles d'immunisation, ce qui comprend les doses de rappel ou les 3e doses pour protéger la population la plus exposée, protéger nos professionnels de santé. Celui-ci va nous exiger qu'on travaille main dans la main avec nos pays pour lutter contre la résistance au vaccin. Merci, Dr. Etienne. Nous passons maintenant à la prochaine question. Nous commençons par une question sur l'avancée d'Omicron. C'est Hamilton des Bahamas. Combien de pays dans la région touchés par Omicron? Comment l'OPS décrit la flambée d'épidémie de l'Omicron et quel pourcentage des cas sont Omicron ou sont Delta? Et si l'OPS fournit un soutien
en termes d'équipement ou de kits de test. Dr. Aldigueri, oui, merci pour cette série de questions de la part des Bahamas. J'aimerais mentionner que grâce à la participation active de la plupart des laboratoires nationaux de santé publique de la région, pour le réseau de surveillance génomique et l'effort de gestion des pays pour gérer les données en temps utile, nous avons pu étudier la circulation des différents variants, y compris ceux qui sont préoccupants, et dont le variant Omicron. Même que le variant Delta soit encore prédominant dans la région des Amériques, comme la docteur Etienne l'a dit dans ses remarques, au jour d'aujourd'hui, le variant Omicron a été détecté dans les 42 pays et territoires de notre région. Donc, je pense que Omicron va devenir prédominant au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est du soutien de l'OPS, cette organisation a fourni du matériel et des kits de test dès le début de 2020, en commençant à peu près vers février. Et l'OPS a continué, de façon continue, soutenu ses États membres pour garantir pour le diagnostic opportun. Et juste pour vous donner quelques chiffres, au jour d'aujourd'hui, en plus des fonds stratégiques de l'OPS a donné des réactifs, a fait des donations de 12 millions de tests PCR et plus de 3 millions de tests antigènes. Du matériel pour la surveillance génomique et pour le streaming des molécules afin de détecter les variants préoccupants. Autre partie de la question maintenant. Pour des raisons différentes, il est difficile de décrire avec précision et de suivre la flambée de la COVID-19. Même si les individus déjà vaccinés peuvent être infectés, ils sont généralement asymptomatiques ou ils développent des formes bénignes de la maladie, ils ne se font pas tester et ne reçoivent pas de soins de santé. Même si le virus est détecté, tous les cas ne seront pas séquencés. Donc, ça va être difficile de confirmer de quel variant la population est atteinte quand elle est atteinte. Mais c'est sûr que les flambées peuvent avoir lieu avec le Omicron de façon plus fréquente, semble-t-il. Ceci dit, il est important de se rappeler que tous les variants préoccupants, y compris bien entendu le variant très transmissible, le Delta, peuvent également toucher et infecter les personnes vaccinées. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons déjà dit lors de nombreuses conférences de presse et à travers des documents techniques et nos documents et dans des communiqués de presse, il faut maintenir les mesures et l'usage de masques en plus de la vaccination. C'est critique pour stopper la transmission. J'espère avoir répondu aux soucis du journaliste des Bahamas. Merci. Merci, Dr. Aldigueri. Nous passons maintenant à une question d'Estefania Escobar, reporter du journal Reforma au Mexique. Elle fait un commentaire sur la stratégie contre le COVID-19 en Amérique latine, notamment ce qui concerne les campagnes de vaccination et la mise en place de passeports sanitaires dans certains pays. Deuxièmement, il s'agit de la discrimination qui pourrait résulter pour certaines personnes, en particulier les personnes à revenus moyens et faibles, de la restriction des voyages aux personnes vaccinées avec certains médicaments non autorisés aux États-Unis et en Union européenne. Merci pour cette question. Comme l'a dit notre directrice, nous avons environ 70% de la population vaccinée en Amérique latine, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Nous avons certains pays qui font partie des pays qui vaccinent le plus, le Chili, Cuba, Uruguay, l'Argentine, qui ont vacciné plus de 75% de la population. Mais nous avons encore 10 pays qui n'ont pas réussi à vacciner 40% de la population, qui était l'objectif pour le mois de décembre de l'année dernière. Les passes sanitaires, nous l'avons déjà dit, il est nécessaire
de faire un accord mondial avec les pays pour que l'OMS et l'OPS puissent se prononcer au sujet de cette recommandation et puissent faire cette recommandation. L'accord qu'ont les pays aujourd'hui au sujet du vaccin qui serait obligatoire et le vaccin de la fièvre jaune. Et nous comprenons cette situation parce qu'il est difficile d'obtenir un consensus à ce sujet parce que beaucoup de pays n'ont pas accès au vaccin. Donc, faire la recommandation d'un pass sanitaire ou de le rendre obligatoire peut être un facteur qui augmente encore les inégalités. Bien évidemment, c'est une décision qui revient à chaque pays. Les pays qui prennent cette décision doivent se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une mesure isolée comme ça qui pourra protéger, parce que tout d'abord, les vaccinés peuvent également transmettre le COVID d'une manière plus atténuée que les non-vaccinés. Donc, lorsque nous réfléchissons, nous pensons à la transmission, il faut le faire d'une manière plus large qui, par exemple, puisse réduire l'introduction de nouveaux variants dans certains pays et également voir quelles sont les réponses que chaque pays donne à ces questions. Et l'OPS a toujours dit que tous les producteurs de vaccins peuvent après présenter leur demande pour recevoir l'autorisation d'utilisation d'urgence. Et ceci est valable pour tous les producteurs qui veulent participer, qui veulent présenter leurs données. Et sans aucun doute, il s'agirait d'une mesure importante pour obtenir plus de vaccins à travers le fonds renouvelable de l'OPS et également pour obtenir plus de vaccins qui soient reconnus par tous les pays du monde. Merci. Merci, Dr Barbosa. Nous passons maintenant à la question qui nous vient du Venezuela, de Kevin Arteaga González, du El Carabobeño. Dans quelle mesure la variante Omicron a-t-elle progressé au Venezuela et est-elle prédominante? Et pouvez-vous nous faire le point sur le tableau général de la pandémie au Venezuela? Et sa deuxième question est quelle a été l'évolution de la vaccination au Venezuela après les expéditions de COVAX? Docteur Ugarte, vous pouvez peut-être répondre à la première question. Et Docteur Barbosa, vous pouvez répondre à l'évolution de la vaccination au Venezuela. Merci beaucoup pour cette question. Merci Kevin. À partir du premier rapport de la détection du variant Omicron au Venezuela au mois de décembre de l'année dernière, on a estimé que ce variant atteigne d'autres territoires du Venezuela, comme cela se passe dans la plupart des pays, et que progressivement, il s'agisse du variant le plus prédominant. Néanmoins, comme l'a dit notre directrice et comme l'a dit Sylvain et Charbas, la question, c'est l'occasion que nous donne, l'opportunité que nous donnons au virus pour qu'il se transmette d'une personne à l'autre. Et si nous prenons des précautions pour réduire le risque de transmission entre les personnes, nous allons réduire la probabilité que Omicron, qui est un variant hautement transmissible, ait un impact important en peu de temps sur les services de santé et sur la population. En ce moment, beaucoup des pays d'Amérique ont reporté des augmentations significatives des cas, des hospitalisations, des occupations de lits et des soins intensifs. Parmi eux, le Venezuela. Cette dernière semaine, le Venezuela a rapporté 89% de nouveaux cas. Si nous faisons la comparaison avec d'autres variants et d'autres pays, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une augmentation significative ou une proportion significative de cette et que cela se doit peut-être à Omicron, mais il faudrait le confirmer. Donc, il s'agit d'une question de santé publique, ce que nous devons prendre en compte. Et du point de vue des décès, on a reporté une augmentation de 37%. Cela ne veut pas dire que les services de santé soient surchargés, mais les mesures de protection
font la différence et nous devons donc insister sur ce processus, non seulement pour le Venezuela, mais pour d'autres régions du monde. Je passe la parole maintenant à Jarbas. Merci, Ciro. Le Venezuela a reçu 5 800 000 doses de vaccins à travers le mécanisme COVAX. À partir du moment que le Venezuela a décidé de participer de ce mécanisme, nous sommes en négociation avec les producteurs, le système, le ministère de la Santé du Venezuela pour que tous les vaccins puissent arriver le plus rapidement possible au Venezuela. Ainsi, à travers des accords bilatéraux qu'ils ont, le Venezuela nous informe qu'il a vacciné environ 40% de sa population. Ça veut dire que c'est un chiffre assez important de pouvoir atteindre ces 40%. Mais il nous faut avancer davantage. N'oubliez pas que l'objectif est d'avoir au moins 70% de la population vaccinée jusqu'au 1er juin 2022. Et avec ce nouveau variant Omicron, avoir plus d'accès aux vaccins, augmenter les campagnes de vaccination, ceci est très important. Merci, merci, docteur Barbosa. Nous passons à la question suivante sur l'isolement des contacts. Mathias Lewing. En Argentine, il demande si vous pensez qu'il est raisonnable et logique d'éliminer ou de raccourcir le temps d'isolement, comme beaucoup de pays en Europe et dans la région le proposent, tel que l'Argentine. Merci, je vous remercie pour cette question sur l'Argentine. Je voudrais éclaircir un point, que le terme isolement s'applique au confinement des cas de COVID-19, tandis que pour le confinement des contacts, des cas contacts, on applique le terme quarantaine. Par conséquent, je comprends que la question se réfère à la quarantaine. Depuis le mois de juin 2021, dans les alignements de l'OMS, il y a des textes où l'on a justifié d'ajuster les périodes de quarantaine en dessous des 14 jours qui avaient été décrétés à ce moment-là. Il est important, comme nous l'avons déjà souligné auparavant, dans une autre question, il est important de dire aussi bien les mesures de protection personnelles telles que la distanciation sociale continue à être indispensable dans n'importe quelle stratégie de réponse face à la pandémie. Par conséquent, faire des ajustements aux périodes de quarantaine, ceci implique de fonder le processus concernant une approche qui se base sur des risques. Et donc, il faut sous-peser les risques et les bénéfices qui concernent la santé publique et les services de santé face aux risques sociaux et économiques. Il s'agit par conséquent d'une équation. Je voudrais dire, dans un contexte actuel qui est un vrai défi, caractérisé par la propagation rapide de l'Omicron et son impact dans l'impact qu'il cause pour pouvoir faire que tout puisse fonctionner, comme par exemple le manquer au travail, les fautes, donc les absences au travail, etc. Donc, dans ce contexte, il est justifié que l'on choisisse des options pour adapter les stratégies de réponse nationale en termes de réduction de la période de quarantaine, en prenant des décisions se basant sur plusieurs facteurs, se basant sur qu'il est considéré être acceptable de la part des communautés, se basant sur les ressources disponibles en termes de capacité de test et en faisant la différence entre les approches pour
ceux qui sont vaccinés, donc ceux qui ont le moins besoin de soins hospitaliers, bien qu'ils soient infectés, et les individus qui ne se sont pas vaccinés, qui courraient le risque de surcharger les services de santé s'ils s'infectent. Et surtout, sur la base des risques que l'on puisse considérer acceptables de la part des autorités nationales. J'espère avoir répondu à la question de notre collègue d'Argentine. Merci, Dr. Aldigueri. Maintenant, nous passons à la question sur les Les restrictions restrictions en anglais. en augmentation, c'est une question que nous avons reçue de notre reporter Jasmine Brown des Bahamas, de News Broadcast, mais également d'autres journalistes. Nous recevons beaucoup de questions des journalistes et désolé, nous devons condenser ou fusionner des questions parce que beaucoup de gens posent des questions sur ces restrictions. Donc, Jasmine a demandé hier, le gouvernement des Bahamas a indiqué qu'il y a des restrictions en augmentation. Quelles sont les recommandations de l'OPS pour des petits pays comme les Bahamas avec des flambées de cas à cause du variant Omicron? Et elle demande, deuxième question, le CDC a prévu pour les voyages par paquebot dans des pays comme le Bahamas qui dépendent fortement du tourisme. C'est un problème. Donc, quelle est l'opinion de l'OPS sur les voyages de croisière ou le voyage de manière générale, le tourisme, vu les flambées actuelles du variant de Omicron? Est-ce que Dr. Hogarth pourrait y répondre à cette question? Merci beaucoup. C'est tout à fait opportun, cette question, pour la plupart des pays et surtout, bien sûr, à cette époque de virulence du variant Omicron. Pour ce qui est des Bahamas, les échantillons qui ont été envoyés pour le séquencement génomique de la réponse est déjà en chemin vers les pays, mais selon la situation épidémiologique et ce qui a été signalé par le ministère de la Santé des Bahamas et conjointement avec l'OPS, il est très probable que ces échantillons vont montrer qu'il s'agit du variant Omicron. Donc, il est très important de reconnaître que cette flambée des nouveaux cas, y compris dans de nombreux pays, y compris les Caraïbes, à cause de la situation des services de santé publique qui sont déjà un petit peu submergés, vu la fatigue des professionnels de santé et la probabilité d'une augmentation drastique de la transmission. Il faut prendre un certain nombre de mesures spécifiques en étant prudent dans l'approche. Donc, l'OPS a toujours recommander la prudence et considère même de revenir à empêcher les croisières en paquebot parce qu'on a une connaissance très, très faible sur la dissémination de la pandémie lors de ces croisières. Donc, la recommandation est de procéder de façon progressive et par des accords administratifs et de relations publiques avec les autorités touristiques et dans un contexte de transmission fort, nous avons souligné plusieurs fois. Il semble que judicieux et important qu'il faudrait suspendre ou limiter en tout cas le trafic de paquebots de croisière parce que ces excursions vont finir par être trop risquées et vont dépasser la capacité de soins des services de santé locaux. Donc, en recommandant une approche très prudente. Il faut bien sûr équilibrer les enjeux économiques. En même temps, il faut continuer à sauver des vies et à réduire l'impact sur tous les secteurs. Merci. Merci, Dr. Ugarte. Desde México, Blanca Passons maintenant à une question de Blanca Valadez du Mexique. Quelles sont les qualités de Omicron? Est-ce que c'est une simple grippe? Et qu'est-ce que vous pensez qui se passera au Mexique? Et que se passe-t-il concernant la combinaison des deux variants, Delta et Omicron? Docteur Aldigueri, je pense que nous avons là trois groupes de questions.
je vais les regrouper. Donc, ce que nous avons jusqu'à présent nous montre que l'Omicron a une capacité d'infection 3 fois supérieure à celle qui a été observée sur Delta. Jusqu'à maintenant, au mois de décembre, avait la plus grande capacité de transmission. Néanmoins, il semblerait que Omicron, c'est ce qui montrerait qu'elle peut même atteindre les vaccins déjà vaccinés et même infectés. Mais néanmoins, les données que nous avons obtenues jusqu'à maintenant dans plusieurs régions du monde, y compris aux Amériques, nous montrent que Omicron ne provoque pas une maladie plus sévère ou plus mortelle et les hospitalisations qui ont le schéma vaccinal complet sont moindres. Il ne s'agit pas de voir Omicron comme s'il s'agissait d'une simple grippe. Il faut tenir compte que nous avons encore beaucoup de personnes qui n'ont pas été vaccinées ou complètement, et surtout ceux qui ont des comorbidités. Une infection par Omicron pourrait être grave chez eux. Par conséquent, nous ne devons pas relaxer les mesures et les gestes et nous devons continuer avec toutes les mesures de contrôle et de distanciation. Un autre groupe de questions en ce qui concerne la situation du Mexique, nous sommes en train d'observer une courbe de croissance exponentielle de cas. Hier, le 11 janvier, nous avons atteint un chiffre record avec plus de 33 600 cas nouveaux et un record de cas actifs avec plus de 70 000 cas actifs ces derniers jours. Et au Mexique, conformément aux analyses des centres de santé, l'on prévoit une 4e vague qui va être supérieure à l'antérieure et nous observons plus de cas si nous le comparons à la même époque de 2021. Et finalement, et concernant la combinaison de Delta avec Omicron, j'aimerais vous demander de faire très attention en ce qui concerne l'interprétation des informations qui circulent dans plusieurs médias. Même s'il peut y avoir des cas de co-infection ou de co-détection des 2 variants, en ce moment, nous ne pouvons pas mentionner une recombinaison. Il n'a pas été démontré que ce phénomène s'est passé et on est en train d'analyser que si les rapports qui ont circulé se doivent avec une contamination de laboratoire ou à d'autres artefacts. Nous aurons plus de données les prochains jours, mais il ne s'agit pas d'une préoccupation en ce moment. J'espère avoir répondu aux questions de notre collègue du Mexique. Merci, Dr Aldigueri. Nous passons à la question du Guatemala. Daniel Colline nous demande le Guatemala a signalé la présence du variant Omicron, ce qui est le scénario probable compte tenu du fait qu'une bonne partie de la population, notamment les jeunes, ne souhaitent pas être vaccinés. Docteur Ugarte, s'il vous plaît. OK. Pendant la première semaine de cette année, nous avons observé une augmentation de cas de presque environ 185 de cas si nous le comparons à l'année dernière. Comme le dit déjà nos collègues, cette augmentation se doit à ce qu'il y a eu beaucoup plus d'opportunités et occasions de transmission à cause des fêtes de fin d'année, les vacances dans plusieurs endroits. Et par conséquent, dans ces conditions, les cas ont augmenté. Et ce qui est projeté, c'est que le Guatemala pourrait
voir une nouvelle augmentation de cas qui pourrait augmenter les hospitalisations et surtout sur les populations non vaccinées, comme c'est ce que l'on est en train de voir dans beaucoup de pays. Donc, pour réduire la transmission et les impacts, l'OMS continue à recommander que l'on continue à vacciner tous les groupes et les tranches d'âge et les populations qui sont susceptibles d'avoir des cadres modérés ou graves du COVID-19 et bien évidemment continuer les mesures de santé publique. Ces mesures, bien évidemment, nous sommes tous fatigués de continuer à porter le masque, d'être, de conserver une distanciation avec nos familles et de ne pas pouvoir nous rassembler avec d'autres êtres humains. Mais ce sont les mesures qui ont protégé. Et chez les populations où il y a une grande transmission, nous voyons que le virus cherche l'occasion pour se transmettre. Et cette augmentation significative de cas, nous l'avons vu au Guatemala où la positivité de cas a augmenté de 6% à 18% au début 2022 et va continuer à augmenter cette possibilité. C'est donc les tests positifs augmentent de plus en plus. Donc, il est très important que la population qui pense d'être plus résistant au virus, comme les jeunes et les adultes jeunes qui n'ont pas d'autres maladies concomitantes, il est très important qu'ils se vaccinent pour leur propre protection, parce que ce serait trop tard lorsqu'on se trouve dans des soins intensifs. Beaucoup de jeunes et d'adultes qui n'ont pas voulu se faire vacciner ont reçu des informations, mais quand il s'agit d'eux et de leur famille, ils se rendent compte que la vaccination est la mesure de protection contre le COVID-19 est la mesure la plus importante et que nous devrions encourager les jeunes et les adultes à ce qu'ils se vaccinent parce que les services de santé dépendent et que la pandémie soit contrôlée dépend d'eux. Merci, Dr Aldigueri. Nous passons maintenant à une question du Nicaragua. Nous en avons deux, par exemple de Kelling Romero de Confidential et Media Lopez. Ils veulent savoir quelle est l'avancée d'Omicron en Amérique centrale et que fait le Nicaragua pour détecter ce variant. Docteur Aldigueri, oui, je réponds avec… je vais donc… je voudrais dire que grâce au travail continu du Laboratoire national de santé publique du Nicaragua, Nicaragua a fourni un système de surveillance génomique qui lui a permis de montrer la circulation de différents variants, les variants d'intérêt et de préoccupation, et par conséquent a la capacité pour caractériser le variant Omicron. En outre, je pense que la même approche que d'autres commentaires, il nous faut utiliser des approches régionales grâce aux efforts de Guatemala, de Honduras, Costa Rica, Belize, République dominicaine, El Salvador. Et je voudrais dire, souligner la collaboration très proactive de l'Institut du Panama, commerce du Panama. Et grâce à cela, il a été possible de surveiller et de détecter les variants et notamment Omicron. On a pu faire la différence entre les variants à suivre et les variants préoccupation. C'est pour cela que nous répétons qu'il est important de continuer à avoir une surveillance génomique en Amérique centrale qui puisse nous faire détecter à temps la détection et la dissémination. Et nous pouvons dire que l'Organisation panaméricaine de la santé continuera à travailler pour augmenter de plus en plus la capacité de diagnostic, y compris les plateformes de surveillance génomique de la région. Merci. Merci, Sylvain.
Nous avons une autre question qui nous vient de Confidential. Demande pour le 2000, est-ce que le Nicaragua devrait-il continuer à recevoir des vaccins par le biais de COVAX d'ici 2022? Si oui, quel est le montant à recevoir? Docteur Barbosa, la vaccination au Nicaragua augmente énormément. Il y a quelques mois, le Nicaragua, il y a 2 mois, n'avait même pas atteint 10% de vaccination. Aujourd'hui, 4,2 millions doses ont été livrées au Nicaragua à travers le mécanisme COVAX. En outre, le Nicaragua a des accords bilatéraux avec d'autres pays, avec des producteurs et a acquis directement à travers le fonds renouvelable de l'OPS. Nous avons envoyé des vaccins au Nicaragua par le biais de ce mécanisme. Aujourd'hui, le Nicaragua a déjà 45% de sa population vaccinée. Mais il nous faut avancer davantage. L'OPS travaille avec le ministère de la Santé pour chercher des stratégies plus avancées, comme par exemple la vaccination de foyer en foyer dans des régions où il n'y a pas de couverture vaccinale. C'est un bon exemple. Donc, s'il y a un bon plan de vaccination, l'on peut avancer rapidement. C'est un bon exemple de cela. Merci. Une autre question des Caraïbes en anglais. De Andrew Hamilton, de Turcs et Caïques. Quel est le plan pour que les pays des Caraïbes arrivent à 70% de vaccination d'ici juillet, qui est objectif de l'OMS? Deuxième question, sur la pratique où les piqûres dans le bras seront aussi fréquentes que, je ne sais pas, tous les 2 ou 5 mois. Est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est faisable? Et quel est le futur donc pour la réponse à la COVID-19, Dr Barbosa? Merci beaucoup de cette question. Nous sommes soucieux sur les Caraïbes, et nous en avons parlé pendant pas mal de conférences de presse sur la situation dans cette sous-région, parce que nous avons connu dans les continents américains, aux États-Unis, mais également dans la région des Caraïbes, des mouvements contre le vaccin qui sont été assez importants et des hésitations face à la campagne vaccinale et qui peuvent être un obstacle pour que les gens aient accès aux vaccins dont ils ont besoin. Le résultat de cela, c'est que nous voyons qu'il y a encore 19 pays dans les Caraïbes qui sont en dessous de 40% de couverture vaccinale. Par conséquent, nous travaillons main dans la main avec les ministères de la Santé concernés. Nous soulignons l'importance qu'il y ait une stratégie de communication très globale, pour inviter les infirmières, les institutions universitaires, les médecins, les leaders de communauté, les influenceurs, pour qu'ils fassent partie de cette campagne de vaccination, cet effort de vaccination. Rappelons aux gens que ce n'est pas une maladie habituelle, ni un vaccin habituel. Des informations circulent tous les jours sur le vaccin, donc il est très important de répondre à ces diffuseurs de fausses informations tous les jours pour que les familles dans les communautés se sentent sûres pour prendre la bonne décision de se faire vacciner. C'est très important. L'économie des Caraïbes a été touchée très fort par cette pandémie, et la meilleure manière de se relever et de pouvoir reprendre l'activité économique est d'augmenter la couverture vaccinale dans ces régions. Donc, nous essayons d'obtenir plus de vaccins pour que le stock soit plus disponible pour cette sous-région, mais en même temps, nous soutenons les ministres de la Santé de cette sous-région dans leur effort pour faire vacciner plus de gens. En plus de cette tendance, ce n'est pas la recommandation actuelle. Il est important que nous conservions les recommandations basées sur les preuves scientifiques dont nous disposons. Quelquefois, il y a une étude qui dit quelque chose et une autre qui dit autre chose, mais il est très important de suivre ces recommandations de l'OPS ou de l'OMS qui sont produites par le SAGE, notre groupe d'experts de l'OMS, qui émettent ces recommandations pour
l'OPS et l'OMS. Que pouvons-nous dire du futur de la vaccination? D'abord, il faut en finir avec la tâche à laquelle nous sommes attelés maintenant. Il faut que les gens suivent un schéma vaccinal complet en Amérique latine et dans les Caraïbes. Deuxièmement, il faut suivre le comportement des vaccins contre les nouveaux variants afin de proposer des nouvelles recommandations pour le futur. Donc, je crois que il faut finir la tâche que nous avons commencé. Il faut faire vacciner plus de gens. Il faut atteindre au moins 70% de couverture vaccinale afin de pouvoir contrôler la transmission, parce que les vaccins sont le moyen le plus efficace et qui marche avec les mesures, bien sûr, de santé sociale. Merci, Dr. Barbosa. La question suivante, sur le traitement, sur les médicaments, les pilules, une question de Lina Strecker de Argonad. Je demande qu'après l'approbation d'une pilule contre la COVID-19, elle parle de Pfizer, Paxlovid. Cette question, est-ce que l'OPS, est-ce que ces pilules vont pouvoir être administrées contre la COVID-19 et s'il y a un fabricant avec lequel l'OPS va travailler dans la région pour produire, par exemple, un générique de ce médicament. Docteur Aldigueri, merci pour cette question. Je partagerai ma réponse en deux parties. D'abord, ce que nous faisons actuellement pour ce qui est l'accès à de nouveaux traitements, y compris les antiviraux. Et ensuite, quel est le scénario, le paysage de la sous-région pour la production de ce médicament générique. Donc d'abord, l'OPS évalue de façon périodique les preuves scientifiques pour la prophylaxie et la gestion des patients atteints par la COVID-19. À l'heure actuelle, les thérapeutiques sont des corps anticorps, dont Trovimax, et les antiviraux, tels que Remdesivir et une combinaison de Nirmatrelvir, Ritonavir ou Paxlovid, ou Menolpiravir pour la gestion de patients à haut risque qui n'ont pas de comorbidité importante. Donc, l'OPS travaille à fournir un accès à ces traitements qui sont pour l'instant recommandés. Les antiviraux vont être fabriqués à travers des accords de licence volontaires et seront mis à disposition de certains pays en fonction d'accords avec le pool de brevets de médicaments. Des fabricants locaux pourront aussi produire les médicaments avec un accord avec ce pool de brevets de médicaments. Ces produits peuvent être considérés comme des médicaments génériques et peuvent se révéler importants pour les soins ambulatoires, pour les groupes exposés, les groupes à risque. Toutefois, à la liste de pays qui va pouvoir utiliser ces médicaments dans le continent américain va être très restreint. Donc, nous exhortons les fabricants à mettre à disposition le brevet ou le savoir-faire à tous les pays qui en ont besoin pour lutter contre cette pandémie. De plus, le fonds stratégique de l'OPS continue et continuera à négocier avec les fabricants de médicaments pour qu'ils produisent, mettent à la disposition des médicaments efficaces contre la COVID-19 aux pays qui en ont besoin. J'espère avoir répondu à la question du collègue de la Grenade. Merci. Nous en arrivons à la fin de notre conférence de presse aujourd'hui. Deux questions supplémentaires. Nous allons prendre. L'une vient de Domingo Listare du Miami Herald. Elle demande s'il y a eu une confusion sur le statut du vaccin cubain. Est-ce que vous pourriez clarifier? Est-ce que les autorités sanitaires cubaines ont-elles demandé une autorisation d'urgence? Et quelle est l'évaluation de l'OPS ou de l'OMS sur ce vaccin cubain? Dr. Barbosa, vous avez un commentaire là-dessus? Oui, je vais être très succinct. D'abord, clarification, l'OPS ne donne pas d'autorisation ou de pré-autorisation de vaccin.
l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est responsable de la préqualification de médicaments et de vaccins. Et au cours de cette urgence sanitaire, l'équipe de préqualification de l'équipe de préqualification doit avoir accès aux vaccins qui vont être mis sur le marché. Et il y a une autorisation d'utilisation d'urgence d'utilisation d'urgence de l'OMS. Deuxièmement, il faut reconnaître, et c'est très important, les résultats obtenus par les scientifiques cubains et les fabricants de vaccins, parce qu'ils ont développé le 5e vaccin totalement développé et produit en Amérique latine. Donc, il est important que ces vaccins soient sur la liste des vaccins qui ont reçu cette autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS. L'OPS facilite bien sûr les contacts entre les fabricants de vaccins cubains et l'OMS à Genève. Ils ont eu 2 réunions jusqu'à présent. Ils ont présenté certains rapports sur le vaccin. Nos collègues genevois ont clarifié ce processus et leur compréhension, c'est que les fabricants cubains sont en train de préparer un dossier qu'ils doivent envoyer à Genève afin qu'il soit analysé. Et ceci fait, Genève prendra une décision. Donc ça, c'est lié à l'OMS. Mais une fois de plus, l'usage de vaccins dans un pays est une décision qui doit être prise par chaque autorité sanitaire nationale. Donc, je vous dis comment fonctionne la procédure avec l'OMS, mais ça n'a aucun lien avec la décision de chaque pays. Certains pays ont choisi d'utiliser un vaccin ou un autre. Merci. Merci, Dr Barbosa. Nous arrivons à la fin de notre conférence de presse aujourd'hui. Désolé pour les journalistes qui ont posé des questions que nous n'avons pas réussi à traiter. Nous essayons de combiner certaines questions, d'en fusionner d'autres. La dernière question, nous avons reçu de plusieurs médias, y compris Associated Press, José Solomon et d'autres liés à celle du New York Times, Daniel Politi, l'impact du nouveau variant et de la pandémie qui s'étend et des flambées de cas. Est-ce que ça a des impacts sur les services de santé, surtout sur les professionnels de santé? Docteur Etienne, c'est une question, donc la question finale vous revient. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, c'est une grande préoccupation pour nous, l'impact possible sur les services de santé. Dans la première semaine de 2022, nous avons observé une forte augmentation de cas depuis le début de la pandémie. Les cas ont augmenté, par exemple, de 70% par rapport à la semaine précédente et les décès ont augmenté de 31%. Donc, il n'y a aucun doute que le Omicron a effectivement un impact. Au moins 17 pays et territoires du continent américain ont enregistré des augmentations de plus de 50% dans les hospitalisations, y compris dans les secteurs de réanimation. Et on parle de semaine après semaine de comparaison hebdomadaire. Ces augmentations très importantes ont eu lieu surtout aux Caraïbes et en Amérique centrale. Et c'est important pour les Caraïbes où nous observons une limite de la capacité d'hospitalisation. Donc, certains pays comme Antigua, Barbuda, Aruba, Bahamas, les Bahamas, Bermudes, Cuba, Curaçao, la Guyane française, Jamaïque et Saint-Martin et le Suriname ont connu des augmentations de 100% du nombre d'hospitalisations dues à la COVID-19 par rapport à la semaine antérieure. Nous sommes également inquiets par le fait que plusieurs de ces pays et territoires connaissent des grandes augmentations de taux d'hospitalisation hebdomadaire et qui coïncident avec une basse couverture vaccinale de la population éligible. L'impact de ces pressions a également été un fardeau important pour nos professionnels de santé, ceux qui travaillent dans les centres de soins primaires et dans les hôpitaux. Soyons clairs, nos professionnels de santé travaillent depuis 2 ans sans compter leur temps pour s'occuper de leurs patients et beaucoup d'entre eux sont tombés malades eux-mêmes. Et malheureusement, certains d'entre eux, trop, sont morts. Et ils sont donc complètement très fatigués. Et il y a des études qui montrent que 22% des professionnels de santé dans plusieurs pays
ont connu des épisodes de dépression. Donc, il n'y a aucun doute, nos professionnels de santé ont besoin de notre soutien. Alors que nous continuons à combattre la pandémie de la COVID-19 en 2022, il nous faut nous rappeler que les professionnels de santé nous protègent et il nous faut les aider et les protéger eux-mêmes. Nous tous, ensemble, il nous faut collaborer pour réduire la transmission du variant Omicron et de tous les variants, bien sûr, concernant le SARS-CoV-2. Pour ce faire, il nous faut atteindre un fort taux de couverture vaccinale. Il faut nous occuper de nos voisins, encourager vos proches et vos voisins de se faire vacciner dès que possible. Et en même temps, il nous faut respecter les mesures de santé publique qui ont été tellement bien décrites et qui sont montrées efficaces contre les infections et pour réduire la transmission de ce virus. Rappelons-nous que c'est ensemble, en prenant soin les uns des autres, que nous arrêterons la COVID-19. Merci beaucoup pour votre attention à cette conférence de presse cette semaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne, pour ces remarques de conclusion très importantes. De nuestra sesión de hoy. Quedamos claro atentos a Fin de notre séance d'aujourd'hui, nous voulons vous dire que vous pouvez envoyer vos questions à notre courriel. Merci beaucoup à notre directrice et aux experts pour la séance d'aujourd'hui. Et nous nous reverrons la semaine prochaine, mercredi prochain. Et jusque-là, nous vous souhaitons une bonne santé pour la semaine à venir. Merci beaucoup.